Nouvelle session d'information sur Rezaï TV. Chers amis internautes, bonsoir. La lutte contre la corruption et la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sous le régime du président Patrice Talon défraie la chronique et suscite une myriade d'analyses et de commentaires au sein de l'opinion publique. À suivre dans cette édition, les impressions de Martin Assogba, Maître Alain Orunla et Jean Abimbola. 12 critères sont obligatoires pour les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin afin d'obtenir du gouvernement le régime d'agrément. Découvrez ces 12 conditions dans cette édition avec le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin, le professeur Dodji Amouzouvi. Sport dans ce 19h, l'équipe nationale de football du Bénin a rallié cet après-midi Alger dans le cadre du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l'Algérie. Avant d'embarquer pour la capitale algérienne, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers se sont entraînés une 3e et dernière fois à leur camp de base à Paris. À l'issue du traditionnel conclave gouvernemental hebdomadaire, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, s'est envolé cet après-midi pour Erevan en Arménie afin de prendre part au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Cette rencontre internationale de grande portée se déroulera du 11 au 12 octobre 2018. Les travaux seront consacrés à l'adoption des rapports de la secrétaire générale de l'Organisation nationale de la francophonie, OIF, et du président de la conférence ministérielle. Ils porteront également sur un débat général autour du thème du sommet « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humaines et le respect de la diversité pour l'espace francophone ». C'était une brève pour ouvrir cette édition. Créée par la loi modificative numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin pour traquer les fossoyeurs de l'économie nationale et lutter contre toute forme de terrorisme, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET est active depuis le lundi 27 août 2018. Sur ce, je vous invite à suivre Maître Alain Orunla, avocat au barreau de Cotonou, reçu le week-end écoulé au cours de l'émission La Spéciale. Lors de son intervention, il a décrit plus amplement la mission de cette juridiction. La CRIET, dans son architecture, est la juridiction angulaire au Bénin aujourd'hui. Il faut dire ce que c'est. Ce n'est pas une petite juridiction, c'est une cour. C'est-à-dire qu'elle a des prérogatives qui dépassent le tribunal. Et moi, j'aurais voulu, en introduction, dire, ben, écoutez, ça aurait été quand même mieux qu'on dise et qu'on sache ce que c'est que la CRIET avant de commenter. Mais là, ça m'a permis quand même de voir les opinions des uns et des autres et de pouvoir. C'est quoi la CRIET? Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Entre guillemets, lutte contre le trafic de stupes. Ça, on ne l'a pas dit. Cela ne veut pas dire que c'est maintenant qu'on commence la lutte contre le terrorisme. Heureusement, notre pays n'est pas bousculé par ce fléau et je souhaite que jamais ça n'arrive. Mais les infractions économiques, c'est celles-là qui plombent notre pays. Il y avait des juridictions pour le faire. Le tribunal correctionnel, en première instance, et la cour d'appel. On luttait tant bien que mal contre ces infractions économiques. Donc c'est pour vous dire que la nouveauté ici, c'est de spécialiser une juridiction, chaque État peut créer les juridictions qu'il veut, de spécialiser une juridiction dans un domaine donné, comme il y a un tribunal pour s'occuper des divorces, comme il y a une juridiction pour s'occuper du commerce, comme il y a un tribunal de commerce avec des règles particulières, parfois dérogatoires. Le problème n'est donc pas là, surtout que c'est pour répondre à des exigences communautaires, à des exigences internationales. Parce que le terrorisme, la drogue, c'est planétaire. Donc il faut une synergie au niveau de tous les États et donc des juridictions spécialisées. Seulement que ce qui pose problème aux juristes, par exemple l'école dont je suis, c'est que nous avons un principe qu'on appelle celui du double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'on estime que les juges peuvent se tromper et on veut donner la possibilité aux justiciables d'aller en seconde session. C'est ça qu'on appelle la cour d'appel. Et c'est là que les débats ont manqué de pédagogie. Est-ce qu'il fallait une cour qui statue en premier et dernier ressort? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand la CRIET se prononce, même à tort, c'est sans recours.
Toujours sur l'émission La Spéciale, suivez à présent Martin Virtua Sogba, président de l'ONG Alcrer. Il donne son appréhension de la lutte contre la corruption sous le régime de la rupture. Depuis près de 12 ans, depuis le temps du président Mathieu Kérékou, nous avons toujours souhaité au niveau d'Alcrer qu'il faille mettre en place une institution spéciale. On a dit de 3 magistrats seulement pour s'occuper rien que des dossiers de la lutte contre la corruption. Mais lorsque je fais une analyse du pays, mais est-ce que vous savez que le blanchiment d'argent, c'est du terrorisme? Est-ce que vous savez que la vente des faux médicaments pour s'enrichir au dos du peuple, vous savez que c'est du terrorisme? Ceux-là nous ont terrorisés tout le temps. Ceux-là nous ont terrorisés tout le temps pour s'enrichir sur notre dos. Et ont tué beaucoup qui sont à la dialyse aujourd'hui. Donc la criette, nous on a déjà écrit au procureur pour lui dire de nous faire le point des dossiers. Et il nous a déjà répondu. Et nous serons en contact avec lui régulièrement. Il nous a déjà reçu une fois. Nous serons en contact avec lui régulièrement. Parce que quoi? Les gens ne vont plus se moquer de nous. Parce que les gens se sont assez moqués de nous. Vous dites à Sobala, il ne fait que crier. Qui va l'écouter? Qui va punir qui? Qui va moraliser qui? Moi, j'ai travaillé avec Mme Adjaï Sika. Une brave dame, je la félicite. Monsieur Karl, on va avancer. Nous n'avons pas eu de résultat. Mais aujourd'hui, je pense que qu'on nous dise que la lutte est sélective ou pas sélective, moi je dis, il faut que ça commence quelque part. Si le président Patrice Talon, je l'ai souvent dit, protège les siens aujourd'hui qui travaillent avec lui, et malgré leur mauvaise gouvernance aux différents postes auxquels on les a placés, mais le président Patrice Talon, il ne fera pas 20 ans au pouvoir, il ne fera pas 30 ans au pouvoir. Ces gens-là seront rattrapés aussi un jour, tel qu'on est en train de rattraper les autres maintenant. Et lorsqu'on parle de lutte sélective, mais 3 fois, Monsieur Virgile, allez regarder, avril, au mois d'avril, mars-avril 2015, j'ai donné 3 conférences de presse pour dénoncer la gestion au niveau de la Sonabra. Et en son temps, le directeur de la Sonabra, pour ne pas le citer, M. Bako, il était à Parakou. Il a donné une conférence de presse à Parakou pour me répondre. Pour dire, vous savez quoi? Que c'est parce que moi je cherchais à me rapprocher de lui et qu'il n'a pas permis ça, que c'est pour cela que je dis des choses comme ça contre lui. Je suis allé jusqu'au Mali, aller prendre des informations par rapport. Parce qu'en son temps, comment vous appelez, l'engrais qui avait été livré a été livré trop cher, il y avait eu de la surfacturation et il n'y avait pas la qualité et on n'avait pas livré la quantité demandée. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et l'arrestation du porte-parole de l'initiative de Niki animent les passions au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Pour certains, la Criette a été créée pour faire crier les opposants et Sabi Sira Korogoné a été injustement interpellé. Des avis qui divergent de ceux des députés du bloc de la majorité parlementaire. Je vous invite à suivre le député Jean-Michel Abimbola, coordonnateur du BMP sur ces sujets d'actualité. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. C'est une cour spéciale. Mais vous avez la cassation. Hein. Après la criette, vous avez le droit de saisir la Cour suprême. Vérifiez cela. Cela n'est pas dit à suffisance, mais vous avez la Cour de cassation après la criette. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. C'était une question précise, je réponds de façon précise. En ce qui concerne l'initiative de Niki, ça a été déjà dit à suffisance. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire que ne jouons pas avec le feu. Parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est différent du contexte d'hier. Vous savez très bien que hier, si quelqu'un tenait ces propos-là venant du Nord, c'était un président du Nord qui était au pouvoir, c'était moins grave. Mais aujourd'hui, c'est très grave de dire de tels propos. Et je pense que Orden Adadati a expliqué largement. Le mandat unique, mon cher ami de Kwakwato, je crois. Il ne faut pas être un Kwakwato, hein. Parce que tu sais très bien que le président, c'est l'une des premières promesses qu'il a voulu tenir.
C'est la minorité mécanique à l'Assemblée qui a dit non. Vous savez bien que le projet de révision est arrivé là. Donc de quoi vous parlez? Il a respecté sa promesse. Terminé. Il avisera. Le reste, maintenant, il a dit qu'il avisera. Et là également, il tiendra promesse. En ce qui concerne les sachets non biodégradables, je pense que ça a déjà été dit également. Nous devons prendre ces mesures-là. Et je peux vous assurer, c'est ma commission qui s'en est occupée. Donc c'est moi qui me suis impliqué personnellement pour que cette loi soit votée. Nous nous sommes assurés qu'il y avait des agréments qui ont été donnés à des entreprises pour installer des industries de fabrication de sachets plastiques biodégradables. Nous nous sommes assurés que dans le laps de temps, il y a des opérateurs économiques qui vont importer des sachets plastiques biodégradables. Aujourd'hui, est-ce que les commerçants vont acheter? Parce que c'est peut-être un peu plus cher. Donc c'est cette enquête qu'il faut faire d'abord pour savoir si nous avons pris des dispositions. Encore que la loi, c'est pour l'avenir. On légifère pour l'avenir. On ne légifère pas pour le présent ou pour le passé. Donc là également, les réponses ont été données. En ce qui concerne la loi sur le bail à usage d'habitation, là également, cela va se mettre en application progressivement. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis persuadé que si un propriétaire demande 1 an de caution, je suis persuadé que le locataire va lui dire que ce n'est pas possible. Et il peut aller se plaindre. Donc progressivement, il y a des droits pour le locataire et il y a des droits également pour le bailleur. Mais quand on fait quelque chose pour aider le peuple, vous trouvez également que c'est mauvais. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Donc qu'on reste là, qu'on ne fasse rien et qu'on prenne nos salaires tous les mois? Ceux qui critiquent, ça a déjà été dit, combien de lois ils ont proposées là, dans la 7e législature? Il y en a qui sont députés depuis longtemps, qui sont de la minorité. Demandez-leur si depuis qu'ils sont élus là, s'ils ont proposé une seule loi, s'il y a une seule loi qui peut porter leur nom. Et ils critiquent. Mais c'est à vous, journalistes, de faire la part des choses et d'éclairer notre peuple, le vrai peuple, pas, comme dirait le professeur, la foule. Encore que je ne vois pas cette foule-là. En ce qui concerne les cris de détresse, mais bien sûr que les cris de détresse sont légitimes, mais on les entend. J'ai dit quelque part, moi je suis tous les week-ends dans ma circonscription électorale, hein, et je ne me cache pas chez moi. Ceux qui connaissent Kétou me connaissent. Et vous pouvez demander. Donc quand on me parle du peuple, je me demande de quel peuple on parle, parce que moi je suis connecté à mon peuple. Donc les gens parlent au nom du peuple. Mais le peuple ne s'est réuni nulle part pour dire qu'il est contre ce qui se passe. Parce que moi j'entends parfois des gens dire, même insoupçonnables, quand ils nous croisent dans la rue, continuez, c'est ce qu'il faut faire. Continuez. J'entends ça. Peut-être que vous n'entendez pas. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, le secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin fait l'objet de plusieurs réformes visant à assainir ce secteur pris en otage par certaines irrégularités. Ainsi, il a été institué durant une période transitoire de 3 ans les examens nationaux de licence et de master qui, par la même occasion, permettront aux établissements privés d'enseignement supérieur de remplir des conditions exigées par l'exécutif, afin d'être autorisés à délivrer des diplômes en toute autonomie, suivant à cet effet le directeur général des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodji Amoussouvi, sur les 12 critères pour l'obtention de l'agrément. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Alors, le tout premier des critères, c'est bien évidemment lorsque le dossier il est incomplet. Vous savez que quand un dossier est incomplet, on ne peut pas le traiter. Deuxième chose, c'est lorsque le dossier est irrecevable. L'irrecevabilité du dossier tient compte d'un ensemble de choses, comme par exemple le statut professionnel du promoteur, comme par exemple l'insuffisance qualitative, comme par exemple le dépôt du dossier hors délai. Ce sont autant de choses qui font que le dossier est irrecevable. Il y a bien d'autres. Le troisième niveau, c'est le statut d'APE ou d'ACE du promoteur. Dès que le promoteur est un agent de la fonction publique, la loi indique clairement que
on ne peut pas être à gauche et à droite à la fois. Donc, si on a donné l'autorisation hier, autorisation qui est un régime de fonctionnement essentiellement précaire et révocable, l'agrément qui est un régime plus ou moins fixe, on ne peut pas donner à ce niveau où l'irréversibilité a commencé. On a dit on ne pourra pas donner, sinon on violerait la loi. Il y a également un autre critère qui fait office de l'autorisation de l'établissement et donc aussi l'autorisation de la filière. Les téléspectateurs seront d'accord avec moi que l'État ne peut pas agréer un établissement qui n'est pas autorisé à ouvrir. L'État ne peut pas agréer une filière dans un établissement qui n'a pas reçu au préalable une autorisation. L'équipe nationale de football du Bénin a rallié cet après-midi Alger dans le cadre du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l'Algérie. Avant d'embarquer pour la capitale algérienne, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers se sont entraînés une 3e et dernière fois à leur camp de base à Paris. Au regard des précédentes rencontres entre les deux équipes ainsi que leur statut, les Fennecs partent favoris. Toutefois, le sélectionneur algérien Djamal Belmadi reste méfiant de l'actuelle équipe béninoise. Les Béninois, si vous regardez leur liste, beaucoup de joueurs jouent dans des deuxièmes divisions françaises, des trucs. Donc il y a l'attaquant qui joue à Huddersfield, première ligue anglaise, titulaire. Donc il n'y a plus de petites équipes. Si nous, on va avec cette idée de jouer contre une équipe, et parce qu'on est l'Algérie, mondialiste, on a pris par le mauvais bout. Donc beaucoup de concentration à avoir, prendre au sérieux toutes les équipes que l'on joue. Les équipes aujourd'hui, elles se battent. On fait que le Bénin, ils ont 4 points, comme nous. Nous, maintenant, on est à domicile. Toute autre chose qu'une victoire est un résultat négatif. Maintenant, on a 2 confrontations, mais j'ai pas envie de donner aussi la possibilité à M. Buchuyer de savoir un peu ce qu'on va programmer. Je prends ça tout en considération et on verra quelles équipes nous mettront en place pour les 2 rencontres. L'hebdomadaire France Football a dévoilé les noms des 30 joueurs nominés pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le Ballon d'Or, lundi dernier. Dans la liste, on retrouve le meilleur joueur africain 2017, le pharaon Mohamed Salah, et son dauphin, le métronome sénégalais Sadio Mané. Sont également présents les 2 meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parmi les journalistes sélectionnés pour le vote de ce Ballon d'Or 2018, il y a le directeur du site jpsport.com, René-José Sabou. Il expose les particularités de cette édition. Pour cette édition, le comité d'organisation du Ballon d'Or France Football 2018 a procédé à quelques modifications. Nous avons désormais le nombre de votants, les journalistes sportifs qui ont été relativement revus à la baisse parce que cette fois-ci, il n'y aura pas plus de 1 journaliste par pays, contrairement à ce qu'on avait. Donc 195 journalistes spécialisés, dont 1 par pays, vont voter cette année. Et au nombre des critères, certainement avec tout ce qu'il y a eu au niveau des autres prix, au niveau de la FIFA, etc., on a aussi les critères de sélection qui ont été améliorés. Au nombre de ceux-ci, vous avez cette année la classe du joueur. La classe du joueur qui doit être tenue compte pour désigner. Et ceci, il faut bien voir le talent du joueur et surtout la notion du fair play en dehors du terrain, sur le terrain. Ensuite, il y a la carrière du joueur qui entre maintenant en jeu. Il va falloir tenir compte aussi de la carrière du joueur et s'ajoute maintenant le palmarès. Le palmarès pour l'année 2018, vous avez bien sûr les performances individuelles et collectives. En dehors de ça, il faut dire que pour ce vote, c'est strict désormais. Avant la publication définitive du nom du gagnant, il va falloir garder le secret. Et contrairement aux autres années, cette fois-ci, nous avons 5 joueurs à désigner. Et il faut attribuer 6 points dans l'ordre croissant pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. Donc voilà un peu comment se présente le vote cette année. Et il faut dire que c'est une lourde mission. Il va falloir tenir compte de l'intention des Béninois, même si vous êtes le seul à voter, afin que
lors du décompte final, vous puissiez avoir un vote relativement acceptable lorsqu'on va désigner le meilleur joueur de la planète pour ce trophée. Précisons que René José Sagbo fait partie du jury international du Ballon d'Or depuis 2010. Les membres du jury de cette année disposent de 2 mois pour effectuer leur vote. Le scrutin a été ouvert le lundi soir et va se clôturer le vendredi 9 novembre 2018. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. N'oubliez pas, restez toujours câblés, les www.esaitv.com. Bonsoir chez vous.